Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de votre émission Mozindo la politique, qui est une branche de l'EGG Promag. Alors aujourd'hui, je reçois pour vous un cadre de l'UDPS que vous allez découvrir, et ensemble avec lui, on va parler sur plusieurs choses. On va parler sur l'enseignement, la gratuité de l'enseignement. On va parler sur le bilan du président Félix Tshisekedi jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va présenter à sa population aux élections 2023. Alors, ensemble, on va parler et vous allez découvrir notre invité juste après ça. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. S'il vous plaît, veuillez vous présenter. Je m'appelle Michel Tchama. Je suis le cadre de l'UDPS. Monsieur Michel Tchama, cadre de l'UDPS. Alors, veuillez nous parler. Avant tout, nous avons appris que le président était en déplacement pour une opération. Alors, on ne sait pas. Il y a les gens qui disent que c'était une opération où on avait opéré l'équerre. Alors, vous étant cadre de l'UDPS, vous êtes censé mieux nous donner l'information sur cette affaire. Avant tout, je vais éclairer l'opinion. Le président Tshisekedi, c'est un être humain comme nous tous. Pour se maintenir, là, il doit avoir une bonne santé. De temps à autre, il peut aller consulter son médecin. Donc, je ne pense pas que cela est un problème, comme nous tous. L'opération de Caire et tout ce que les gens sont en train de spéculer sur les réseaux sociaux, cela démontre tout simplement que l'opposition en République démocratique du Congo n'a plus de discours à tenir, parce qu'ils ont débuté avec le mensonge, soi-disant que Tshisekedi c'était un placebo, Tshisekedi n'avait pas gagné les élections, il n'a pas d'expérience. Maintenant, l'homme au pouvoir, il démontre qu'il a la maîtrise de la situation, malgré la situation dans laquelle la RDC s'est retrouvée hier, et qui lui tient avec son grand mental à relever la RDC. Ils se sentent vraiment menacés. Ils pensent que demain aux élections, Tshisekedi pourra être réélu. Alors, il faut lui chercher quelques petits problèmes, lui souhaiter juste voir même la mort. Il ne veut pas organiser les élections. Il n'y aura pas des élections. Tshisekedi a donc donné tous les moyens possibles, toutes les possibilités possibles. Il n'y a pas de doute qu'en 2023, il y aura les élections. Maintenant, ils ont peur. C'est pourquoi ils cherchent maintenant à lui chercher soit la mort ou autre chose. Parce que tous ces potentiels candidats aux élections prochaines, il n'y a aucune personne qui peut lui battre. Maintenant, il faut lui chercher soit la mort ou bien quelque chose qui peut vraiment empêcher à ce qu'il ne puisse pas se présenter demain aux élections en 2023. Il n'y a personne qui peut les battre aux élections 2023. Le président Félix est imbattable pour ce moment. J'ai quand même une bonne expérience dans la vie politique. Ça fait 28 ans que je suis dans la politique active de mon parti. Nous savons peser les candidats. Nous savons lire les hommes politiques. Je ne veux pas négliger ici des personnalités politiques de mon pays, mais quand à devenir président de la République démocratique du Congo, il faut vraiment avoir une assise. Je ne vois pas quelqu'un qui a une assise aujourd'hui comme le président Félix Antoine Tshisekedi. Là, si vous nous parlez, pouvez-vous nous donner un exemple de qui? Il y a plusieurs candidats. Il y a Seth Kikouni qui est présent. Oui, il y a Martin Fayulu. Peut-être il se discute ici à Kinshasa. Est-ce qu'il a une assise à travers la République? Il y a Martin Fayulu qui a... Oui, Martin Fayulu a eu son temps. Vous savez, monsieur le journaliste, j'étais dans la supervision électorale au Katanga. D'ailleurs, c'est une opportunité pour moi d'expliquer un peu la cartographie électorale. Pour remporter les scrutins en RDC, qu'est-ce qu'il faut? J'étais dans la supervision électorale au Katanga. Dans le Katanga, Martin Fayulu avait un allié de taille qui est Moïse Katumbi.
On espérait vraiment qu'il allait faire quelque chose de sérieux. Mais quand nous avons fait les comptages, après avoir vérifié, nous avons trouvé qu'il ne pouvait pas battre le président, le candidat Félix Tshisekedi dans les Katanga. Alors qu'il avait un allié de taille comme Moïse Katumbi. Vous avez le président Félix, le candidat Félix Tshisekedi, qui a réussi à faire la compétition avec Martin Fayulu dans son fief de Bandundu. Il n'a pas réussi à gagner, donc battre Félix au-delà de 75%. Il était compétitif. Mais quand nous revenons dans les Kasaï, le président Félix a battu Martin Fayulu et le reste des candidats à plus de 85%. Déjà, si on fait les calculs, si un jour, monsieur le journaliste, vous me donnez l'opportunité d'expliquer d'une manière distincte ce qui a fait que le président Félix remporte le scrutin, donc vous allez comprendre. Et si longtemps que le président Félix contrôle les grands Kasaï, avec sa capacité de mobiliser l'électorat, donc je vous assure, aucune personne, parce que le président Félix reste compétitif ailleurs. Et dans son territoire, dans son fief, aucune personne ne peut lui battre. Ça veut dire, s'il y a par exemple 7 millions donc, de scrutins valablement exprimés, il pourra probablement avoir 6 millions de voix, ou bien 6 500 000 voix. Déjà, c'est un acquis. Aucun candidat ne peut pas faire ça dans aucune autre province. Cette province du Kasaï dont vous parlez, qui n'a pas de l'eau, qui n'a pas d'électricité, vous pensez réellement que cette population pourrait encore donner à nouveau la confiance au président Félix Tshisekedi? Le président Félix Tshisekedi mérite notre confiance, nous tous, nous les Congolais. Parce que cet homme vient de relever la RDC d'un trou noir. La RDC était naviguée sans boussole. Donc c'était comme un jungle où n'importe qui pouvait entrer. Vous comprenez? Le président Félix a redonné donc la RDC donc sa base, son assise, donc comme étant un État. Comment je peux expliquer ça? Sur le plan économique, il y a un avancement sérieux parce que la question est de savoir est-ce qu'il est en mesure de répondre aux déshydratats, aux besoins de son peuple. Parce que jusqu'alors, il ne fait rien. Dire qu'il ne fait rien, il n'y a pas seulement les grands Kasaï. Pour l'instant, on parle encore des grands Kasaï. Ils n'ont pas de l'eau, ils n'ont pas d'électricité. Oui, bien sûr, je dis, c'est un cas très bien connu. Je dis ceci, ce n'est pas seulement les grands Kasaï. Si vous allez dans les grands Bandundu, il y a des problèmes que Kabila avait laissés. À l'Équateur, le président Félix, même s'il a été massivement élu au Kasaï, il était aussi massivement élu donc, à l'Est. Il était aussi élu massivement donc, dans les Bas-Congo. J'ai juste énuméré l'exemple de Kasaï comme étant son fief, là où il a réussi à battre donc, tout le monde sans que quelqu'un lève la main. Mais il était aussi massivement élu ailleurs. Les problèmes du Kasaï sont similaires aux problèmes que nous retrouvons dans d'autres provinces. Moi, j'ai beaucoup sillonné à travers l'intérieur de la RDC et particulièrement dans les grands Katanga. Donc, le président n'est pas venu travailler seulement pour les grands Kasaï, il travaille pour la RDC. Mais la grande mission, le grand travail que le président a fait, premièrement, c'est d'aider d'abord l'enfant congolais à retourner sur le chemin de l'école. La fameuse question de la gratuité d'enseignement. Aujourd'hui, mes enfants à moi étudient gratuitement dans ces pays. Il y a des parents qui disent que les enfants étudient gratuitement, oui, mais il y a des enfants où il y a des écoles où les enseignants obligent les enfants à apporter au moins quelque chose. Vous dites que les écoles où les enseignants exigent. J'ai échangé avec ma fille, je lui ai dit, mais quelqu'un peut te demander l'argent? Elle me dit non, l'enseignant m'a demandé 1000 francs. J'ai dit, est-ce qu'il a le droit de le faire? Il n'a pas le droit parce que l'enseignement est gratuit.
Lorsqu'on était dans la campagne, j'ai rencontré cette dame qui était en train de vendre les cacahuètes. Je lui prêchais la graduée d'enseignement qui était inscrite dans le programme du président Félix. Candidat Félix. La maîtresse elle m'avait dit ceci. Mon fils, ce sont des mensonges. Même le président Kabila nous avait promis la graduée d'enseignement. Moi-même, je suis une enseignante, mais j'ai abandonné parce qu'on me paye 50 000 francs par mois. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Mieux vaut vendre les cacahuètes, faire 10 000 francs par jour et nourrir mes enfants et payer les frais scolaires. Mais aujourd'hui, un enseignant peut toucher au-delà de 250 000 francs. Mais il y a des enseignants qui disent qu'ils n'ont pas encore reçu leur argent et les autres qui reçoivent moins de 100 000 francs. Monsieur le journaliste, parlons d'abord des enseignants qui étaient payés hier 50 000 francs, 80 000 francs. Aujourd'hui, il y a ceux qui touchent 350 000 jusqu'à 450 000 francs dans ce pays. Donc c'est une avancée significative. Vous avez vu ça avec vos... Absolument, parce que la maîtresse est retournée enseigner. Parce que maintenant, elle peut se faire 350 000 $, elle est dans 350 000 francs. Elle est dans la ville de Lubumbashi. Donc, elle est retournée parce que maintenant, elle n'a pas seulement l'argent pour nourrir ses enfants. Elle est en train de faire les savings. Donc, l'argent qu'elle pouvait utiliser pour payer les frais scolaires de ses enfants, les enfants maintenant étudient gratuitement. Vous voyez, c'est un avantage majeur. Vous savez, il faut toujours commencer quelque part. J'étais l'interprète, donc j'étais dans une formation qui était organisée par les Suédois, qui sont nos partenaires, les partis social-démocrates suédois, du vivant de Feu Étienne Tshisekedi, Thérèse Mémoire. Les Suédois nous ont expliqué comment leur parcours pour parvenir à être un modèle, les modèles qu'on appelle les modèles scandinaves. La Suède était un pays en difficulté comme c'est le cas avec la RDC. Le Parti social-démocrate n'était pas au pouvoir. Il a fait très longtemps dans l'opposition, comme l'UDPS. Mais comment ils ont fait? Ils se sont bâtis, ils ont accédé au pouvoir grâce à une coalition avec le parti de droite. Ils ont co-géré et dans leur premier quinquennat, ils ont essayé avec la gratuité d'enseignement à l'école primaire. Après le premier mandat, ils ont donc remporté le deuxième mandat. Au deuxième mandat, ils ont travaillé pour qu'il y ait la gratuité de l'enseignement à l'école aux humanités, secondaires et humanités. Après, ils ont perdu les élections. Mais ces acquis-là sont restés. C'était les acquis du peuple suédois et ce n'était pas les acquis du Parti social-démocrate. Le parti de droite a repris le pouvoir, mais la gratuité d'enseignement a continué. Après 10 ans, ils ont repris le pouvoir. Ils ont amorcé les démarches de la gratuité d'enseignement à l'université et aux instituts supérieurs et de formation professionnelle et aussi à l'école maternelle. Cela a aidé donc la Suède à émerger économiquement. Et le modèle suédois a été copié partout dans la région scandinave. Alors, vous nous posez des questions parfois qui ne méritent pas d'être posées par des personnes qui réfléchissent normalement. Le président Félix a pris la décision de rendre la gratuité, donc l'enseignement gratuit pour l'école primaire. Il n'y a pas seulement la question des écoles, il y a la question des enseignants qui doivent être payés, pris en charge, le frais de fonctionnement. Il fallait mobiliser cet argent-là pour commencer à les payer. Il fait le premier pas. Il faut lui attendre de faire le deuxième pas. Il faut qu'il puisse avoir un deuxième mandat pour qu'il puisse pérenniser ce que les autres de ce qu'il avait débité, ce que les autres n'ont pas eu à faire. Mais vous lui posez la question, oh, maintenant les enfants ils n'ont pas de banquettes. Les enfants n'ont pas de... Non, mais ça, on a débuté avec la gratuité d'enseignement. Reste maintenant
les travaux de construire les écoles et on va y aller graduellement. C'est comme ça que ça marche. Vous voulez que le président fasse tout automatiquement, quand même la Suède n'a pas fait ça. Monsieur Michel, est-ce que vous savez que c'est pas partout en RDC où la gratuité d'enseignement est la gratuité d'enseignement est partout en RDC. Mais et celui qui viole la gratuité d'enseignement mérite d'être poursuivi en justice parce que est-ce que vous avez déjà eu le temps de marcher partout? Absolument, absolument. J'ai pas seulement marché partout. Ici à Kinshasa, j'ai des preuves. J'ai des frères, je dis bien sûr, il y a les écoles même partout, même donc dans le pays scandinave, il y a aussi des écoles privées. Et heureusement, comme ils ont beaucoup avancé, même les écoles privées donc sont gratuites. Donc chez eux, ça, parce qu'il y a beaucoup d'évolution. Il y a des étapes pour parvenir à la maturité donc de la gratuité d'enseignement. Ici chez nous, l'enseignement est gratuit pour les écoles publiques donc primaires. Alors, il y a bien sûr des escrocs qui essaient d'escroquer le parent, aux parents de les dénoncer. Parce que vous ne pouvez pas être dans un pays où l'enseignement est gratuit et vous laissez donc quelques gens vous escroquer. Et c'est notre responsabilité de dénoncer tous ces gens-là. Mais je crois que auparavant, c'était un peu difficile. Il y avait les gens qui doutaient parce qu'ils ne croyaient pas que vraiment ça allait atteindre la maturité. Nous sommes en train d'aller graduellement vers la maturité de la gratuité d'enseignement dans l'école primaire. Donc je vous assure, la gratuité d'enseignement est une réalité. Parce que moi, personnellement, j'en ai bénéficié. Merci beaucoup. Vous avez compris les parents. Une fois l'enfant vient vous dire qu'on a demandé l'argent, prière de dénoncer cet enseignant-là, cette école. Alors revenons maintenant à l'UDPS. État de droit. Le peuple d'abord. Pour vous aujourd'hui, le peuple d'abord, c'est un slogan ou une réalité? Le peuple d'abord, ce n'est pas un slogan. C'est une réalité, c'est un programme. Vous avez posé la question de la gratuité d'enseignement. Savez-vous que grâce à la gratuité d'enseignement, ça affecte aussi le social? Parce que l'argent, je venais de vous donner l'exemple de cette maîtresse qui faisait 50 000 francs le mois. Aujourd'hui, elle peut aller au-delà de 300 000 francs. Et au lieu de payer les frais scolaires de ses enfants, et l'argent, elle peut utiliser ça pour d'autres besoins. Le peuple d'abord, ce n'est pas un slogan, mais c'est un programme donc, que nous devons mettre en application graduellement. Et le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de le faire. Vous verrez les changements graduellement. La grande difficulté, parce que nous ne pouvons pas nous empêcher d'en parler, nous n'avons pas réussi à avoir la majorité aux élections passées. C'était une difficulté énorme. Nous n'avons pas eu de partenaire capable à comprendre que le Congo est plus grand que leurs ambitions, leur égocentrisme. Quand le président Félix entreprend, comme par exemple la gratuité d'enseignement que nous venons de parler, il y a eu beaucoup d'ambitions qui ont été mises dans son chemin. Malgré cela, c'est un homme qui sait se battre, c'est un homme coriace, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Et nous sommes en train de voir l'IGF qui a tenté de faire un travail de titan où le ministre en perd aujourd'hui de faire n'importe quoi. Je ne dis pas qu'il y a plus de corruption ni de détournement, ça existe. Mais M. Gilles Alinguete a posé une base grâce donc à la vision du président de la République. Alors, cette base va permettre à ce qu'au Congo, on puisse sanctionner ceux-là qui détournent, qu'on puisse faire l'audit donc de dépenses effectuées dans le ministère et dans les entreprises donc des portefeuilles. Alors, quelle est la grande difficulté que le président Félix a rencontrée sur le terrain? C'était la mobilisation des ressources financières. Parce que on peut tout promettre, mais si on n'a pas de moyens, c'est impossible. Les régies financiers ne parvenaient pas à atteindre les assignations. Mais aujourd'hui, nous avons les gens comme
les Mouakadi, qui sont en train de faire un travail extraordinaire, qui vont même jusqu'au-delà de les assignations. Et chaque mois, nous apprenons vraiment des choses incroyables, ce qui ne se faisait pas à la DGRAD, à la DGDA, à la DGI. Donc, c'est ça dont nous avons besoin pour que le peuple d'abord devienne une réalité. Il faut travailler sur le plan économique, et quand l'économie change, quand l'économie, il y a un développement économique, cela affecte le social du peuple. Donc on ne peut pas parler donc du peuple d'abord sans pour autant avoir une capacité de mobiliser les ressources. Le peuple d'abord est une réalité. Si réellement le peuple d'abord est une réalité, aujourd'hui, les combattants qui se battaient en route, qu'on voyait faire des marches avant que Tshisekedi soit président, aujourd'hui, cette population, elle galère en route. Il y a des combattants qui n'ont pas de travail, il y a des combattants qui souffrent réellement. Tu vois que ça, c'est un combattant, mais qui souffre. Alors, quand il y a des problèmes, là, on les rappelle, venez, on va faire ça, on va faire ceci. Vous voyez pas que cette population, le peuple d'abord, c'est pas réellement une réalité, parce que cette population n'est pas à l'aise comme il faudrait. Parce que nous, on pensait qu'après tout ce combat de l'UDPS, si un jour l'UDPS prenait le pouvoir, on aurait dû voir un changement trop vite par rapport à ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a un changement. Les changements commencent d'abord au niveau de la tête. Auparavant, ici, dans notre pays, il n'y avait pas une tête pensante pour inspirer confiance. La tête pensante? Une tête pensante, donc une tête qui réfléchissait pour impulser vraiment les changements dont on avait besoin. Mais s'il y en avait, on allait voir des choses. Tout le monde, les gens se détournaient. Vous voyez, monsieur Daniel Telk vient de détourner d'autres ressources qui étaient détournées. Chacun entrait dans son coin et récupérait nos ressources. Les étrangers font la loi, ils prennent nos ressources. Quand vous parlez, donc quand on parle de la fonction, quand on gouverne, on assure aussi la redistribution. Et est-ce qu'il y avait une politique de redistribution? Ça n'existait pas. Au contraire, ce sont les étrangers qui étaient favorisés, qui venaient travailler, piller nos ressources, sans aucun document, sans respecter, donc sans rien respecter. Vous comprenez? Nous avons les entreprises qui se sont installées en RDC ici. Mais est-ce que vous savez que rien n'est fait pour promouvoir la main-d'œuvre locale? Quand une entreprise vient, une entreprise minière ou bien d'import-export ou bien n'importe quelle entreprise, les plus hauts postes sont occupés par donc les expatriés. Et la raison, c'est parce que les Congolais n'ont pas l'expertise requise pour assumer ces postes-là. Alors, vous voyez notre grande difficulté en RDC. Ceux qui ont géré le pays n'ont pas travaillé ni à élaborer un programme de création d'emplois pour les jeunes. Les jeunes souffrent, alors que nous avons beaucoup d'opportunités qui peuvent être exploitées aujourd'hui pour créer les emplois des jeunes, notamment dans les secteurs financiers, dans les secteurs légaux, dans le tourisme, dans la couverture universelle. Nous avons pas mal d'infirmiers qui chôment, nous avons pas mal de docteurs qui chôment. Tout ce qu'il faut, c'est une tête qui raisonne pour mettre en place des structures d'encadrement de ces jeunes-là pour qu'ils puissent prendre soin des autres Congolais qui sont malades. Alors que quand vous retournez à l'intérieur de la RDC, il y a un vrai problème donc des soins. Vous comprenez? Alors, ça, il faut qu'une tête réfléchisse. Le président Félix Tshisekedi, aujourd'hui, je peux admettre une chose, qu'il a une difficulté, c'est au niveau des castings. Il a bien sûr quelques gens autour de lui qui lui aident dans son travail, mais la majorité ne sont pas dans sa vision. Parce que le président de la République est un visionnaire. Un visionnaire n'est pas sur terrain. Il a besoin des missionnaires. Qui sont les missionnaires? Les missionnaires sont des personnes formées, engagées et automotivées pour accomplir, donc, transprendre la philosophie, la vision, les transformer donc en
objectif et bien échéancé et élaborer aussi des stratégies et des tactiques pour que la vision se matérialise. Mais est-ce que tous ces gens qui sont autour du président, est-ce qu'ils font cela? Non. La première personne qui nous a rendu un très mauvais service, parce que vous avez posé la question concernant l'UDPS. Mais on avait une personne qui était à la tête de l'UDPS pendant 3 ans, notamment Jean-Marc Abound, que nous venons d'exclure dernièrement, donc le 29 janvier 2022, pour plusieurs griefs. Jusqu'alors, on n'a jamais eu une bonne version sur cette affaire. Comme vous l'avez cité, on aimerait que vous puissiez éclaircir sur cette affaire. L'exclusion de Jean-Marc Abound, c'était d'abord lié à son comportement caporaliste ou cow-boy. D'après les griefs qui sont retenus contre lui, donc, il a escroqué les combattants, les membres de notre parti, y compris nous-mêmes. Nous avons payé les cartes à $5, des millions de cartes. Jusqu'à présent, on n'a jamais reçu ces cartes-là. En dehors de ça, il a monnayé des postes, il a désorganisé le parti, il a pris des décisions. Donc, il s'est attribué des fonctions qui n'étaient ni prévues dans la Constitution, dans notre statut. Et l'homme n'a pas vraiment aidé le chef. Comme l'UDPS est un parti bien structuré, en dehors de ces attaques contre les gardiens, les gardes du président de la République, c'est l'atteinte donc à la sécurité du chef de l'État. C'était une très grosse erreur. C'était une autre raison contre notre parti. Et l'homme a été exclu. Mais je profite de l'occasion pour vous dire que après l'exclusion de Jean-Marc Abound, qui s'était lui-même attribué donc une fonction du président AI, une fonction qui n'existe pas au sein de notre parti, alors que le président Félix lui avait donné un mandat spécial juste pour une petite période entre son élection et la prestation de serment. Il devait juste être faire cet intérim-là. Et après, il devait faire de sorte d'encourager les directoires du parti à se mettre en place conformément à l'article 26. Mais l'homme a profité de l'occasion pour s'attribuer lui-même le poste du président AI de l'UDPS. Et alors, après cela, il a été exclu. Il avait à la même occasion nommé quelques gens, notamment Augustin Kabouya comme secrétaire général, ce qui était illégal parce que et Jean-Marc Abound et Augustin Kabouya n'avaient ni capacité ni qualité de mandater ne fût-ce que nos membres à la CNI. La cour d'appel de Kananga n'avait pas reconnu en Jean-Marc Abound la qualité d'engager l'UDPS donc devant les instances judiciaires. Et la décision était prise. En parlant de du CG Kabouy, j'aimerais que vous puissiez aussi éclaircir aux combattants et aux Congolais qui suivent de près la situation qui se passe entre le vieux Wakenda et le CG. On aimerait que vous puissiez éclaircir aussi. C'est ça que je viens de vous expliquer. Que le 29 janvier, M. Augustin Kabouya était donc créé secrétaire général par la décision votée donc par une majorité des assistants aux assises du 29 janvier de la Convention démocratique comme secrétaire général. Cette fois-ci, il est devenu un secrétaire général légal. Il n'est contesté par personne. Même moi-même, si je lui conteste, j'aurais un problème avec le parti. Il est légalement secrétaire général de notre parti aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la Convention démocratique est l'un des 3 organes de l'UDPS. Nous avons le Congrès, nous avons donc la présidence qui assure l'exécutif et nous avons la Convention démocratique qui statue sur des questions non prévues par le statut de l'UDPS et aussi qui vérifie la conformité des décisions prises par donc l'exécutif. Alors, dans sa qualité
de vérifier les décisions de l'exécutif, la Convention démocratique a trouvé que la décision nommant Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, était illégale. Ça a été annulé et toutes les autres décisions prises par Jean-Marc Abound. Et néanmoins, le secrétaire général Augustin Kabouya s'était incliné ce jour-là, le 29 janvier, pour devenir, lui, un secrétaire général légal. Mais à notre grande surprise, nous sommes en train de lui voir faire la campagne contre les autres décisions qui ont nommé donc la présidente de la Ligue des femmes et les fédérations que Jean-Marc Abound a illégalement nommées et créées d'autres, alors qu'il n'en avait pas la qualité. Aujourd'hui, j'appelle les combattants à ne pas se laisser manipuler par un discours divisionniste qui consiste à pouvoir donc désinformer l'information. Lorsque la Convention démocratique qui est dirigée par Wakwenda a pris la décision de annuler les décisions prises illégalement par l'honorable Jean-Marc Abound, ce ne signifie pas que la CDP a chassé les membres du parti au parti. Non. Si c'était le cas, le CG, Augustin Kabouya, serait le premier à être chassé. On n'a pas reconnu sa nomination, mais il a été légalisé. Le problème, ce n'était pas lui. C'est de la même chose aussi avec les autres. Si parmi ceux qui ont été nommés par Jean-Marc Abound, certains ont la qualité, ils seront bel et bien reconduits, cette fois-ci légalement. Qui voudrait être nommé donc illégalement, être contesté? Aujourd'hui, à travers la République, toutes nos fédérations sont divisées parce que depuis que le président Étienne Tshisekedi avait nommé les fédérations, le président Félix, une fois élu, il n'avait jamais nommé d'autres fédérations et d'autres comités fédéraux. Et les comités fédéraux qui ont été nommés par Jean-Marc Abound ont suscité beaucoup de problèmes. Ça a créé même la mort d'hommes. Nous pouvons prendre l'exemple du doyen, donc Blandar Chimbombo de Kananga. Les gens se sont entretués à Kananga à cause de son nomination-là qui était illégale. Et ce que nous voulons aujourd'hui, que les choses se passent légalement. Nous demandons au président, au CG Augustin Kabouya, que nous respectons bien, que nous reconnaissons comme notre secrétaire général, de stopper, de tourner à travers la République, tenir les discours qui consistent à ternir l'image du parti, à démontrer qu'il y a toujours des tiraillements à l'IDPS, alors que la CDP fait loyalement son travail. Le président Wakwenda, qui incarne la résilience, qui ne fait que respecter la mémoire de Étienne Tshisekedi en cherchant à mettre, donc, à ce que les statuts de l'UDPS soient respectés, n'est pas l'ennemi du parti. Cet homme a accepté la pauvreté pour que l'UDPS signifie. On ne peut pas unir l'UDPS sans se référer donc à ses statuts, son statut et le règlement d'ordre intérieur. Et lorsque vous ne voulez pas que les statuts soient respectés, vous dites que non, ça va diviser. Mais il y a déjà une division. Mais l'unique moyen de mettre fin aux contestations, c'est de nommer les gens illégalement. Aujourd'hui, les grands bénéficiaires de ces décisions-là, de la CDP, c'est lui-même Augustin Kabouya. Qui peut lui contester aujourd'hui? Il a plein pouvoir. C'est grâce donc à la CDP. Je demande aux combattants qui ne comprennent pas comment fonctionne la CDP d'apprendre, parce que nous allons faire ce travail pédagogique. Le travail que fait aujourd'hui le président Wakwenda consiste à aider les combattants à retourner dans ses droits. Pourquoi? Les postes dont nous avons vu les gens courbés autour des autres n'appartiennent pas à un individu. Ça appartient à l'IDPS. L'IDPS est un patrimoine d'intérêt commun. La personne qui règne sur nous règne à travers les lois.
et le principe qui dirige l'UDPS. Si cette personne marche donc à côté, en dehors de ces lois, ça veut dire qu'il va commencer à nous diriger avec ses pensées. Et cela, ça va engendrer la confusion. C'est pour cette raison, nous demandons au président, au CG et Augustin Kabouya de revenir au bon sens, d'aller autour de la même table avec les deux autres membres du directoire, notamment le président Wakwenda Boukassa et le maître Jacquemain Chabani, pour travailler sur comment faire avancer le parti, comment préparer le remise-reprise, comment faire l'audit du parti, et que nous puissions savoir avec quelles ressources nous pouvons nous diriger donc au Congrès. Voilà, en parlant aussi de CG Kabouya, pourquoi il ne peut pas laisser la population du Kasaï oriental faire elle-même les choix de leur gouverneur, au lieu de leur proposer une personne? J'ai suivi plusieurs marches qui se sont faites en Boujmaï, où les gens contestaient M. Kabeyama Tchabidi, où les gens voulaient leur propre gouverneur, mais on leur impose. Pourquoi ne pas leur laisser faire leur propre choix? Oui, bien sûr, pour parvenir à cette question-là, il y a une procédure. Je me souviens très bien que le président Wakwenda Boukassa s'était référé donc à nos règlements d'ordre intérieur sur cette question-là, normalement. Donc, il est recommandé à ce que, lorsqu'il y a les élections provinciales, que le fédération puisse à même se choisir les candidats et à travers la CEP provinciale et la CEP locale et envoyer les documents à Kinshasa pour l'approbation. Mais ce qui s'est passé, donc, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que ça s'est passé de cette manière-là. Mais ce que nous voulons ici, nous demandons à ce que la population du Kasaï soit écoutée, parce que de toutes les façons, celui qui doit diriger les Kasaï oriental demain, il doit diriger les Kasaïens. Il ne viendra pas diriger les Kinois. Alors il faut qu'on leur donne une personne de leur choix. C'est très important. Même si l'élection est faite par... ce sont les députés qui choisissent, mais ces députés ont été aussi élus par ces mêmes peuples-là. Mais vous savez dans quelle difficulté on est en train de mettre donc, les députés? On est en train de les opposer contre leurs bases respectives, alors que nous voulons que donc, le peuple kassaïen nous donne encore beaucoup plus de députés, parce que la difficulté que nous avons donc, au début de ces mandats, c'était un problème de manque de la majorité. Et aujourd'hui, nous voulons que les dirigeants du parti écoutent attentivement le peuple du Kasaï oriental, c'est choisir leurs dirigeants. Voilà. Ok, merci beaucoup, M. Michel. On quitte du parti UDPS, on parle maintenant de l'IGF. Parce qu'en parlant, vous avez parlé de l'IGF ici, et vous avez plus parlé que l'IGF est là. Depuis que l'IGF est là, il n'y a plus de ministres qui volent. Et pourquoi vous ne parlez pas des conseillers du président? Partout, on entend toujours parler des conseillers qui font des ordres, mais on n'a jamais entendu que l'IGF a interpellé l'un des conseillers du président. Pourquoi l'IGF est là seulement pour le ministre ou l'IGF est là pour tout le monde? L'IGF est là pour tout le monde. Je n'ai pas dit que depuis que l'IGF est là, il n'y a plus de détournement. Il faut rectifier cela. J'ai dit que l'IGF a posé une base qui permet à ce que l'audit soit fait dans nos entreprises publiques et dans le ministère. Et nous voulons voir l'IGF s'épanouir et être donné aussi les possibilités de bien travailler. L'IGF a été plusieurs fois diabolisé. Il y a la justice qui doit aussi aider donc l'IGF à pouvoir faire son travail. Moi, j'ai vu plusieurs reprises les proches collaborateurs du président arrêtés, voire même emprisonnés. Et dans les pouvoirs de Félix Antoine Tshisekedi, il n'y a pas des intouchables. Vous nous voyez nous-mêmes, nous sommes les cadres de l'UDPS. Mais est-ce que nous sommes en train de nous comporter n'importe comment? Vous avez vu d'autres pouvoirs passer ici, l'Impair, PPRD, ils étaient des intouchables. Comme je suis ici, peut-être que si j'étais un membre de l'Impair, j'allais peut-être avoir une maison donc, à la Gombe là-bas, de l'État. Mais vous pouvez vous rendre compte qu'il y a une nette distinction entre notre manière de faire les choses et la manière de faire les choses des autres qui nous ont précédés. C'est pourquoi vous continuez à décrier la pauvreté au sein de l'UDPS.
c'est parce que c'est le peuple d'abord, ce n'est pas l'UDPS d'abord. Mais pourquoi est-ce que nous pouvons parler de l'UDPS? Parce que l'UDPS, celle comprend la vision du chef de l'État. Si le président est entouré avec le membre actif, les membres consistants et les membres stables de l'UDPS, donc même à 70%, nous allons voir les changements. Je profite aussi pour épingler la question des 145 territoires, où nous demandons au président de la République de ce projet qui est un projet très important, très stratégique pour le développement de la RDC. Là, le président a pensé à affecter toutes les couches sociales de la RDC. Mais ces projets ne peuvent pas se faire avec les mêmes gens que Joseph Kabila avait laissés, qui sont habitués à détourner. Nous voulons que le président donc nomme les nouveaux administrateurs des territoires, les nouveaux bourgmestres, les nouveaux maires de la ville, afin d'assurer donc l'exécution de son projet. Nous ne voulons pas que le projet donc, des 145 territoires puisse aussi être affecté comme c'était avec les 100 jours. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il faut mettre les 20 nouveaux dans les autres 9. Ok, merci beaucoup, M. Michel. Nous arrivons presque à la fin. Alors, avant de finir, nous aimerions que tu puisses un peu nous donner, que tu puisses donner un message à la population qui va vous suivre ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de Félix Tshisekedi dans ces 4 ans depuis qu'il est président de la République? Nous sommes déjà presque à la fin là. Le président Félix Tshisekedi est cet homme qui est venu changer la manière de gouverner la RDC. Le président Tshisekedi nous a amené la garde d'enseignement dont je dis que mes propres enfants sont d'abord bénéficiaires et les enfants de mes frères, mes amis, ainsi de suite, parce que c'est une question de choix. Le président Tshisekedi est venu faire respecter la RDC sur le plan international. Aujourd'hui, nous avons le Rwanda qui a été déploré. Donc, il est venu bouleverser les calculs du Rwanda qui consistaient à continuer à déstabiliser la RDC. Alors, le président est tenté d'aller graduellement vers la pacification de l'Est, donc rendre l'Est vraiment pacifique. Donc, le président est cette personne qui a cette volonté, ferme volonté, donc de rendre la RDC un pays où le développement est possible. Mais cela, sans l'accompagnement de son peuple, il est impossible. Il est très important que le peuple congolais comprenne que le président Félix Tshisekedi n'avait pas hérité un pouvoir, mais il avait hérité une chambre de mines antipersonnelles. Ni était son grand mental, la RDC serait aujourd'hui donc subdivisée en plusieurs morceaux avec des guerres par-ci par-là parce que son prédécesseur avait mis tous les moyens en marche pour lui empêcher à bien gérer. Mais l'homme a un grand mental, c'est pour cette raison que Dieu lui avait choisi pour ces moments ici, afin d'assurer donc cette transition ici dans le calme. Sinon ça allait barder. Et nous le remercions, nous voulons que Dieu donc lui fasse grâce. Monsieur le Président, vous avez vraiment donc le soutien de la population. Je sais que le peuple congolais est très reconnaissant envers le président, quand bien même la situation sociale a besoin d'être améliorée et le président travaille là-dessus. Je crois qu'il lui reste encore, parce que vous poussez trop ces années, hein, il lui reste une année presque avec 8 mois encore. Je crois que dans 8 mois, beaucoup de choses peuvent se faire. Dans une année et 8 mois, beaucoup de choses peuvent se réaliser. Et je crois que le président a une vision pour ce pays et les Congolais se souviendront très très longtemps de lui. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup, monsieur Michel. Alors, nous arrivons presque à la fin. Moi, ici, Jos Mobutu, le de la presse congolaise. Alors, pour vos séjours à Kinshasa, n'oubliez pas de contacter l'hôtel Ernest. Vous serez très bien à l'aise. Il y a des bonnes chambres, il y a des bonnes conditions. Alors, pour aujourd'hui, on s'arrête ici avec monsieur Michel, mais c'est pas fini. On aura encore une autre émission avec lui et on va l'appeler. Vous serez là, vous allez bien suivre comment ça va se passer. Alors, on se retrouve jusqu'à la fin. On se retrouve à la fin de la semaine avec un nouveau numéro. Et sinon, n'oubliez pas pour toutes vos activités, n'hésitez pas à contacter EGG Pro Service, vos manifestations, événements, quoi que ce soit, mariage, contactez EGG Pro Service, vous ne serez pas dessus. Alors, on se retrouve au prochain numéro. Ciao.